Bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette visioconférence équilibre et prévention des chutes. Donc, cette visioconférence est organisée en partenariat avec Home Transition, Adapsia et financée par le Conseil départemental et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Orne, qu'on remercie beaucoup pour leur soutien. Donc aujourd'hui, alors ce n'est pas, Pascal, ce n'est pas Chloé, mais c'est Gwendoline, donc moi-même, qui, fait la modération. Donc si vous avez le moindre problème technique, vous n'hésitez pas à m'écrire un petit message dans le chat. Je resterai pendant toute la présentation et puis, s'il y a des questions, alors Frédéric, en prendra certaines, mais il ne faut pas hésiter aussi, à m'envoyer les petites questions dans le chat. Je suis avec vous et vous n'hésitez pas. Donc Frédéric, j'ai vu que tu avais pris le contrôle, superbe, tu es très Déjà, à l'aise, déjà. c'est parfait. Donc je te laisse te présenter et puis, commencer cette superbe visioconférence. Merci beaucoup Gwendoline. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Frédéric Nicolas, je suis kinésithérapeute en région parisienne depuis un certain nombre Alors d'années. Frédéric, je me permets, on a un peu de souffle dans ton micro. Est-ce que tu peux le mettre peut-être soit plus haut, soit plus bas? Est-ce que Comme ça, est-ce que c'est mieux? Ça m'a l'air d'être un petit peu mieux, ouais. C'était trop proche, peut-être, Je le mets un peu plus haut là. là, on t'entend moins bien, ouais, ouais, Attends, peut-être. là, Ça m'a l'air pas mal, là. Mmh. pas mal? Ouais, hésitez pas à nous dire, hein, si vous entendez Ouais. bien, si ça Est-ce qu'on va. parle de conversation? Ouais, là, ça a l'air mieux. Très bien. Bon, ok, allez, je touche plus rien et je repars. Euh, donc, je suis kinésithérapeute en région parisienne depuis un certain nombre d'années et depuis environ une dizaine d'années, je m'occupe de personnes âgées, que ce soit en institution ou à domicile. Et depuis 4 ans maintenant, nous travaillons avec la conférence des financeurs du 92, du 78, du 91 et du 75 pour organiser ce que nous avons appelé le kit prévention autonomie. Et le kit prévention autonomie inclut des ateliers de prévention des chutes qui sont animés par des kinésithérapeutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre et de la prévention des chutes. Alors, généralement, dans nos ateliers de prévention des chutes, au moment de la première séance, on essaye de faire un petit tour de table pour que nos participants nous disent ce que c'est pour eux l'équilibre. Voilà. Alors, ce qui revient bien souvent, c'est que l'équilibre, c'est un sentiment de stabilité et de sécurité qui ressort de cet interrogatoire. Et en même temps, l'équilibre, c'est également pour eux un synonyme d'absence de chute et d'éviter de tomber. Donc les gens viennent nous voir en nous disant, voilà, nous on voudrait une recette infaillible pour pouvoir se tenir debout sur un pied comme un héron. Et notre première réponse, c'est que malheureusement, on n'a pas cette recette infaillible. On aimerait bien, mais on ne l'a pas. Par contre, on a plein de choses auxquelles on peut vous sensibiliser, que vous ne connaissez pas forcément, enfin que vous pratiquez tous les jours, mais que finalement c'est devenu des automatismes et que vous n'avez pas touché du doigt, que vous pouvez améliorer ces automatismes. Et l'objectif de cette visioconférence aujourd'hui, ça va être de vous permettre de vous approprier ces automatismes améliorés pour pouvoir les appliquer à votre vie de tous les jours et que, au final, ça diminue votre risque de chute ou ça dédramatise cette chute. Parce que malheureusement, il arrive un certain âge où les chutes sont inévitables. On ne peut pas passer à côté. Mais par contre, on peut diminuer leurs conséquences. Voilà. Voilà. L'objectif, c'est que vous repreniez confiance en vous. Et je terminerai mon introduction là-dessus. Donc, alors, si on parle d'équilibre, il y a deux choses qui sont très importantes à prendre en compte. C'est que l'homme a été conçu pour être debout. S'il a été conçu pour être debout, il y a deux choses qui sont importantes. C'est ce qu'on va appeler, premièrement, le polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est la forme géométrique que nos pieds dessinent au sol
lorsque nous sommes en position debout. Mais ça va également être la forme géométrique que va dessiner nos appuis lorsque nous sommes assis, lorsque nous sommes à genoux, voire même lorsque nous sommes à quatre pattes. Plus votre polygone de sustentation va être important, plus votre équilibre va être important. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte si on parle d'équilibre, c'est le centre de gravité. Chez l'homme, le centre de gravité, l'homme avec un grand H, je ne fais pas de différenciation entre l'homme et la femme, chez l'homme avec un grand H, le centre de gravité, il se trouve au centre du corps, en gros dans la partie haute de l'abdomen, en avant de la troisième vertèbre lombaire. À peu de choses près, votre troisième vertèbre lombaire, elle va se retrouver entre votre ombilique et votre appendice xiphoïde. L'appendice xiphoïde, c'est le bas de votre sternum. Voilà, vous prenez à peu près les 2/3 en dessous du sternum et vous allez avoir la projection de votre centre de gravité. Donc, quand on est en position debout, vous comprenez très facilement que le centre de gravité se retrouve très haut placé et que donc le moindre mouvement va le faire bouger énormément. Vous allez rester en équilibre tant que la projection de votre centre de gravité se trouve au centre de votre polygone de sustentation. Plus votre polygone de sustentation va être petit, plus votre centre de gravité va être positionné en hauteur, plus vous allez avoir besoin de rattraper votre équilibre. Si on fait le chemin inverse, vous comprenez très bien pourquoi est-ce que chez les sumos, c'est très compliqué. Dans un combat de sumo, ils ont énormément de mal à faire sortir l'adversaire du terrain parce que la position du sumo, c'est les pieds les plus écartés possibles avec une flexion de hanche très importante, des flexions de genoux très importantes. Et donc, du coup, on se retrouve avec un centre de gravité et une stabilité, un équilibre qui est extrêmement élevé. Si on rapproche ces deux notions du mode de vie de beaucoup de seniors aujourd'hui, ou des habitudes de déplacement plutôt, de beaucoup de seniors aujourd'hui, moi je vois beaucoup de patients ou beaucoup de participants dans nos ateliers de prévention des chutes qui sont persuadés que quand ils marchent, en faisant des petits pas, ils vont avoir un équilibre qui va être meilleur parce qu'ils vont avoir moins de déplacements. Et bien ça, c'est absolument faux. Plus vous allez faire des pas serrés, plus votre risque de chute est avéré. Parce que les mouvements du haut du corps vont bien souvent dépasser votre polygone de sustentation. Et comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque la projection du centre de gravité dépasse le polygone de sustentation, vous augmentez votre risque de chute, surtout si vous avez des difficultés à rattraper votre équilibre. Alors, quand est-ce qu'on va avoir, ou plutôt qu'est-ce qui va nous permettre de conserver notre équilibre? Eh bien, il y a une chose qui est très importante dans le maintien de l'équilibre et la prévention des chutes, c'est le tonus musculaire. Le tonus musculaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'état de tension de vos muscles qui s'exerce de façon permanente, que ce soit au repos comme à l'effort. C'est grâce à lui également que vos articulations vont pouvoir maintenir des positions dans des états de repos sans que les efforts que vos muscles vont devoir produire soient trop importants. Si on affine un petit peu cette notion de tonus musculaire, on va en gros décrire trois types de tonus musculaire. On va avoir le tonus musculaire de fond, de base, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le fait de rester en position immobile, debout sans tomber. Donc ce tonus musculaire de base, il est assuré par des muscles qui ne sont pas très forts, mais qui sont très endurants. Et en fait, il va permettre de maintenir toutes les parties du corps en cohésion. Ensuite, on va avoir
ce qu'on appelle le tonus postural. Donc le tonus postural, si j'augmente un petit peu, voilà, c'est le tonus qui va être issu de la contraction volontaire de nos muscles. C'est lui qui va nous permettre de faire des actions avec notre corps, qui va nous permettre de bouger notre corps. Et il permet la réalisation de gestes qui sont assez précis. Dans ce cas-là, l'équilibre, c'est aussi notre capacité à rester dans une position stable, sans bouger, ou alors en déplacement. Par exemple, si là je vous demande à tous et à toutes de vous mettre debout sur la pointe des pieds, eh ben, vous allez activer votre tonus postural. Et ensuite, le troisième type de tonus, c'est le tonus d'action. C'est notamment le tonus qui va nous permettre d'avancer, de marcher, de courir, de nous baisser, voilà, tous ces mouvements-là. Maintenant qu'on a parlé de tonus, on va pouvoir parler à proprement parler d'équilibre. Donc, on va avoir deux types d'équilibre. On va avoir un équilibre qui va être donc l'équilibre statique. C'est l'équilibre qui nous permet de rester immobile, donc, dans différentes positions. Mais si vous voulez tester votre équilibre statique, la meilleure solution, c'est de vous mettre debout, les bras le long du corps, en position avec les pieds serrés. Vous mettez les pieds serrés et là, dans cette position-là, vous fixez un point devant vous et vous allez fermer les yeux. Et si vous vous concentrez sur votre mouvement, on peut essayer de le faire tous ensemble. Alors, merci Gwendoline pour l'idée, c'est une très bonne idée. Oui, je suis motivée là, tu vois, faire un petit peu de sport. Alors, garde ta motivation, on en refera à la fin. Ah super, très bien, très bien. Donc, Il on faut se pas met qu'on debout. quoi, mais C'est ça. Et on se met debout, on garde les yeux ouverts, on fixe un point devant soi, et là, on va fermer les yeux. Et si vous vous concentrez sur ce que vous ressentez, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes jamais immobile. Il y a toujours des petits mouvements, notamment si on se concentre sur les mouvements de la tête, vous allez toujours avoir des petits mouvements qui vont vous permettre de conserver votre équilibre. Et bien ça, c'est l'équilibre statique. C'est essentiellement des petites amplitudes. Donc oui, c'est tu as raison, hein, moi je bouge, hein, effectivement, c'est pas du Ah tout oui, mais fixe, quoi. Enfin, c'est ça, ça bouge légèrement et, tout à fait. et C'est un peu c'est comme la tour normal. de Enfin, Pise. C'est ouais, normal. Il n'y a absolument rien d'anormal dans ça. d'accord. Ce sont ce qu'on appelle des réactions d'équilibration qui sont absolument automatiques et qui se font sans intervention de la volonté. D'accord. Alors, je me permets, Frédéric, de te parce que alors je pense que c'est la barbe, hein. À mon avis, c'est une histoire de barbe, ce micro. On entend pas mal de souffle, peut-être plus bas, si tu peux le mettre un petit peu plus bas en dessous de ta bouche. C'est trop Heu, bas? Attends, j'essaye comme ça. Là, ah là, ça a l'air un petit peu mieux, ouais. Ouais. Si tu peux tester, voir ce que ça là, donne. si vous m'entendez bien. Ouais, moi je trouve que c'est un petit peu mieux. Catherine, c'est dans les jambes. Ah bah Catherine, elle est de retour. Bon, a priori, pour les personnes, il n'y avait pas trop de problèmes de son, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un petit souffle, mais bon, ça a l'air d'être bon. Super, Ok, bon, eh ben, écoutez, on continue alors. super. Donc si on a un équilibre statique qui va nous permettre de rester en position immobile, on va forcément également avoir un équilibre dynamique. Alors je perds mon casque, voilà. Un équilibre dynamique. Cet équilibre dynamique, c'est celui qui va intervenir lorsque vous êtes en mouvement, que ce soit la marche, la course, la danse, les sauts, les changements de direction. À chaque instant, vous avez ce qu'on appelle une rupture d'équilibre et cet équilibre dynamique va entrer en jeu, il va activer vos muscles toujours plus ou moins de manière automatique pour vous permettre de continuer à faire votre mouvement et de ne pas tomber. Alors, maintenant qu'on a vu quels étaient les différents types d'équilibre, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la fonction équilibration. Alors, qu'est-ce que la fonction équilibration?
La fonction équilibration, c'est l'ensemble des messages qui sont récupérés, qui sont enregistrés par différents organes du corps humain et qui permettent à votre système nerveux central, donc en fait votre cerveau plus les nerfs qui partent du cerveau, les troncs cérébraux, de déclencher des actions. Alors, est-ce que, je vais vous faire participer un peu, tiens, est-ce que vous pourriez me donner des organes qui sont responsables ou qui participent au maintien de l'équilibre? Vous pouvez me mettre des petits messages dans la conversation sur le côté droit et on va voir un petit peu votre niveau de connaissance en anatomie humaine. Super. Ah ben on découvre pas mal de nouvelles choses avec nos visios, hein. Là, c'est c'est super. Alors, ah bah voilà, ça commence. Top. Ah, il y en a qui sont calés, hein. J'ai l'impression, hein, moi, il y a des choses que je connaissais même pas, donc c'est bien. Là, qui m'apprennent des choses. Là, les intestins, je ne savais pas. Je veux bien une référence. Si vous avez une référence d'un texte sur les intestins qui maintiennent l'équilibre, ça m'intéresse. Alors, ben, c'est pas mal, on a beaucoup de choses là, c'est très bien. Alors, donc, au niveau de ces organes, que je vais vous donner, je vais corriger juste après la petite interrogation surprise. Les organes du corps humain, donc vous avez tout un tas de récepteurs qui vont enregistrer des informations, qui vont envoyer toutes ces informations jusqu'au système nerveux central et au cerveau. Le cerveau va compiler toutes ces infos et du cerveau repartent d'autres influx nerveux qui vont commander justement des contractions plus ou moins réflexes, plus ou moins automatiques sur les différents groupes musculaires, que ce soit des groupes musculaires qui sont responsables de l'équilibre statique ou de l'équilibre dynamique. Alors donc, on va classer, il existe en gros 3 systèmes qui sont responsables de ces informations de la fonction équilibration. Donc les premiers systèmes, les premiers capteurs, les premiers récepteurs, alors là, personne ne me les a donnés. C'est ce que, en langage très médical, on va appeler le système somatosensoriel. Donc le système somatosensoriel, c'est ce qui va nous donner des informations sur le toucher, la pression, la température et la douleur. Ces récepteurs du système somatosensoriel, ils sont essentiellement placés au niveau des tissus que sont la peau, les tendons, les articulations et certains viscères. Donc, je pense que c'est pour ça que Brière nous a parlé des intestins. Et notamment, il y a énormément de récepteurs de ce système somatosensoriel qui sont placés au niveau de la plante des pieds. Alors, à l'origine, on a été fabriqué, conçu pour être debout, mais on a surtout été conçu pour se promener pieds nus. Alors aujourd'hui, je pense que si vous allez faire vos courses dans n'importe quelle grande surface pieds nus, on va vous prendre pour un illuminé, mais à l'origine, c'est ce qui était prévu. Et en fait, là, aujourd'hui, on enveloppe nos pieds dans des chaussures, des chaussures de sport, des différents modèles. Même à la plage, on met des chaussures pour aller à la plage. Et tout le temps, l'homme, avec un grand H aujourd'hui, il se déplace en se privant complètement de toutes ces informations que peuvent lui donner les récepteurs qui sont placés au niveau du pied. Et c'est fort dommage. On en reparlera un petit peu plus tard quand on fera un petit peu plus d'exercices ensemble. Et notamment, truc tout bête, mais tous ces récepteurs que vous avez au niveau du pied, c'est les premiers récepteurs qui vont vous donner des informations quand vous allez commencer à marcher. Voilà. Donc aujourd'hui, les laisser dormir, les emballer dans des chaussures, c'est, je pense à mon avis, une erreur. Mais bon, on en reparlera. Si on continue, alors tout le monde nous en a parlé,
l'organe qui est responsable d'un organe qui est responsable de l'équilibre, pardon, c'est l'oreille interne. Alors cette oreille interne, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait c'est pas uniquement l'oreille interne, c'est un peu plus complexe que ça. C'est ce qu'on va appeler l'ensemble du système labyrinthique au niveau de l'oreille. Donc c'est bien au niveau de l'oreille, mais il y a plusieurs zones, il n'y a pas que l'oreille interne. C'est plus, on va dire, l'appareil vestibulaire. Et c'est pour ça que quand vous avez des troubles de l'équilibre, on vous envoie chez un kiné faire de la rééducation vestibulaire. Avant, je voudrais juste vous reparler 2 petites secondes des récepteurs qui se trouvent au niveau des muscles. Ça, c'est le deuxième groupe de récepteurs. Ce sont les récepteurs qu'on va appeler proprioceptifs. C'est des récepteurs qu'on va trouver à la fois au niveau du corps musculaire, en gros le steak, hein, ou au niveau des tendons. Les tendons, ce sont les cordes qui rattachent le steak aux os des 2 côtés. Donc, ces récepteurs que vous trouvez au niveau de vos muscles, c'est les récepteurs qui vont justement informer votre système nerveux central sur l'état de tonus des différents muscles du corps humain. Et c'est ça qui va permettre au système nerveux central d'ajuster la contraction plus ou moins fine de vos différents muscles pour conserver votre équilibre ou pour vous faire des mouvements. On a également des récepteurs proprioceptifs au niveau des articulations. Ces récepteurs, ils donnent des informations à votre cerveau sur la position des différentes articulations dans l'espace, sur la pression qui est exercée sur ces différentes articulations. Ça va permettre à votre cerveau de savoir, par exemple, quel pourcentage du poids du corps est en appui sur une jambe plutôt que sur l'autre. Exemple tout bête. Et également du degré de déformation de cette articulation qui est causée par la pression. Si on revient sur le système labyrinthique, donc au niveau de l'oreille interne, au niveau de l'oreille, c'est un système, ces récepteurs qui se trouvent dans ce système labyrinthique, ils vont essentiellement permettre à votre cerveau d'avoir des informations sur un paramètre d'accélération, que ce soit une accélération linéaire ou une accélération angulaire. Donc, au niveau de la tête, ça permet de savoir à quelle vitesse est-ce que vous marchez, à quelle vitesse vous vous déplacez, du nombre de l'angle que vous êtes en train d'effectuer quand vous faites un demi-tour. Et c'est pour ça que bien souvent, quand vous avez des troubles de ce système labyrinthique et que vous prenez le train, notamment le TGV, les trains à grande vitesse, on voit souvent des gens qui font des espèces de petits malaises parce qu'il y a un déséquilibre entre la vitesse réelle du corps et les informations qui sont envoyées par ce système labyrinthique au niveau de l'oreille. Et dernier organe qui nous permet également d'avoir des informations sur l'équilibre et que personne nous a cité, c'est l'œil. L'œil, il va avoir les récepteurs qui se situent au niveau de l'œil vont avoir 2 rôles. Le premier, c'est la reconnaissance de tout ce qui vous entoure, que ce soit les objets, leur texture, leur forme, leur dimension, leur couleur forcément, et également leur localisation par rapport à votre corps, donc la distance. Ça, c'est un type de vision qui est chargé de nous donner ces informations-là, c'est ce qu'on appelle la vision fovéale. Et ensuite, on a un deuxième type de vision, c'est la vision périphérique. La vision périphérique, elle a, 2 rôles. Elle va nous informer, elle va informer votre système nerveux central sur ce qui est en train de se passer au niveau de votre corps. En gros,
Quand vous bougez votre bras, vous n'êtes pas en train de regarder, de fixer le bras qui monte, et pourtant, votre vision périphérique renvoie à votre cerveau l'information, la confirmation que le bras bouge bien. Ça, c'est ce qu'on appelle des informations qui sont proprioceptives. Et ensuite, on va avoir des informations qui sont extéroceptives. Votre vision périphérique, elle va vous permettre d'appréhender énormément, de manière importante, l'espace qui se situe autour de votre corps. Quand vous marchez dans la rue et qu'il y a un chien qui déboule sur vous de votre droite, c'est votre vision périphérique qui va alerter votre corps, qui va alerter votre système nerveux central. Bien entendu, ces trois systèmes, ces trois systèmes d'information, que ce soit le système somatosensoriel, le système labyrinthique au niveau de l'oreille et également la vision, le système visuel, ces trois systèmes, ils vont travailler en synergie. Ils ont chacun leur rôle. Ils ont, en gros, 30% chacun, ou 33% d'importance dans le maintien de votre équilibre et le maintien de la posture. Malheureusement, avec l'âge, vos cellules, elles vont avoir des performances qui vont être diminuées. Le nombre de cellules déjà va diminuer parce que la régénération cellulaire se fait moins bien avec l'âge. Et également, la qualité des informations que ces récepteurs vont renvoyer à votre cerveau va être moins bonne. Il faut à tout prix que vous arriviez ou que vous preniez conscience qu'il est tout à fait possible de pallier certains déficits d'un système en travaillant, en stimulant le plus possible les systèmes restants. Chez les personnes, plus vous avancez en âge, il y a deux systèmes pour lesquels vous allez vous rendre compte très vite que vos informations, que les capacités sont diminuées. C'est la vision, puisque la vision périphérique, plus vous allez vieillir, et moins votre vision périphérique va être bonne, mais également la vision fovéale, donc la vision dans votre champ visuel juste en face de vous, c'est pareil. En plus de ça, il y a quand même un certain nombre de pathologies qui peuvent toucher le système visuel et qui augmentent encore plus cette diminution de capacité. Même chose au niveau de votre système labyrinthique. En plus, qui va être exacerbé, les diminutions de capacité vont être exacerbées par notamment la surdité. Les gens qui entendent moins bien ont aussi un équilibre qui est dégradé. Même chose au niveau des capteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de la peau, de l'épiderme, des pieds. Leurs capacités sont diminuées avec l'âge. Et au niveau des muscles et des articulations, c'est exactement la même chose. Maintenant, ce que je répète moi à tous mes patients et à tous nos participants de nos ateliers de prévention des chutes, votre système sensoriel, les récepteurs qui vont permettre à votre cerveau de maintenir votre équilibre, c'est exactement la même chose que des grands sportifs. Les grands sportifs, ils s'entraînent tous les jours. S'ils ne s'entraînent pas tous les jours, ils ont une diminution de leur capacité. Eh ben, vous êtes des grands sportifs de l'équilibre et de la prévention des chutes. Et il faut absolument que vous entreteniez tous les jours vos capacités et vos récepteurs. Plus vous allez les entretenir et plus vous allez ralentir la dégradation. Maintenant qu'on a vu les bases de l'équilibre et les organes qui sont responsables de notre équilibre, on va pouvoir passer à la partie chute proprement dite. Et même si vous en êtes conscient, je vais quand même vous rappeler quelques chiffres pour vous sensibiliser au fait que la chute, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui
peut vous poser énormément de problèmes en avançant en âge. Les chiffres, ils sont quand même assez édifiants, on n'en parle pas beaucoup, mais la chute aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité par accident de la vie quotidienne chez les plus de 65 ans. On a calculé selon les études toujours, hein, sachant qu'il y a quand même énormément de personnes on déclare pas toutes les chutes. Les gens qui tombent dans leur cuisine, dans leur salle de bain, qui se relèvent sans s'être fait mal ou sans s'être blessés, c'est des chutes qui ne sont pas comptabilisées, qui passent complètement à la trappe. Mais aujourd'hui, on sait que chez les plus de 65 ans, une personne sur 3 va tomber dans l'année. Et chez les plus de 80 ans, on augmente à une personne sur 2. La répartition des chutes, elle est assez aussi. Il y a énormément de gens notamment nos patients ou nos participants aux ateliers de prévention des chutes, la chose qui leur fait le plus peur, c'est de tomber dans la rue. Ça, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a du monde. Je pense qu'il y a un côté psychosocial qui est assez important. Et pourtant, il y a uniquement 22% des chutes, ou 28% des chutes, pardon. Il y a 28% des chutes qui se passent à l'extérieur du domicile. 72% des chutes, c'est chez vous. Et sur ces chutes, c'est 72%, il y a 12% des chutes qui se font la nuit. Voilà, donc là, j'espère que je vous ai bien sensibilisé. C'est un petit peu dur à entendre, mais je vais rajouter une petite couche et je vais vous parler de la rechute, parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Lorsque vous tombez une fois dans l'année, vous allez augmenter votre risque de rechute. Vous allez multiplier votre risque de rechute par 20. Et une chose également qui est très importante à savoir, c'est que lorsque vous tombez, plus vous allez rester longtemps au sol avant de vous relever, plus vous augmentez votre facteur de morbidité suite à cette chute. Voilà. Donc, on va passer à des choses un petit peu plus gaies. C'était un petit peu dur. Oui, parce que là, effectivement, les chiffres sont. Moi, je pensais pas que les chiffres étaient aussi impressionnants, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, la sensibilisation, la prévention est d'autant plus importante, j'imagine. C'est ça, hein. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la prévention de la perte d'autonomie et la prévention des chutes, c'est un véritable enjeu de santé publique, parce que au-delà des facteurs qui sont propres à la personne, qui peuvent être suite à cette chute, qui peuvent être, je sais pas moi, des facteurs physiques, hein, des fractures, des choses comme ça, des facteurs psychosociaux. En fait, il y a un énorme enjeu financier, parce que la chute et les conséquences de la chute représentent énormément d'argent. Et c'est pour ça que l'État a décidé donc de créer ces fameuses conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui nous permettent d'être ensemble aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bah, moi, je vois à titre personnel, j'ai ma grand-mère qui est rentrée en EHPAD justement suite à plusieurs chutes. Donc ça a été vraiment cet élément déclencheur, sinon elle serait restée chez elle et en fait, ces chutes à répétition, ça a été vraiment quelque chose de compliqué et alors elle a un souci, visuel, donc la DMLA, donc qui accentue encore, ces problématiques-là. Mais c'est vrai que ça peut être un basculement du passage justement du domicile vers un autre type d'habitat, mais contraint et forcé, ce qui est quand même enfin, ce sur quoi nous on essaye de travailler justement que ce soit pas le cas. Mais là, ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, merci Gwendoline, on ne s'était pas du tout concerté, mais ça me permet d'enchaîner sur ma prochaine diapo. Superbe. Ah, on est des pros, on l'est pas, hein, Ah, je veux dire. voilà, c'est ça, des pros de la chute, des pros de la chute. Pas mal, pas mal. Donc du coup, alors en fait, on a schématisé un petit peu, je vous parlais de
multiplication du risque de rechute, multipliez votre risque par 20 une fois que vous chutez dans l'année. En fait, c'est assez simple à expliquer, hein. Il n'y a pas de mystère ou de paramètres complètement aléatoires. C'est ni plus ni moins qu'un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous allez tomber une première fois. Psychologiquement, vous allez avoir un syndrome post-chute qui va se déclarer. Vous allez avoir peur de tomber. C'est très bête, hein, mais ça laisse des traces au niveau psychologique. Vous allez avoir peur de tomber. Et inconsciemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous restreindre dans vos activités de la vie quotidienne. Vous allez moins sortir de chez vous. Vous allez fréquenter moins de monde. Vous n'irez peut-être plus aussi souvent faire vos activités de loisirs. Vous n'irez peut-être plus aussi souvent faire vos courses dans les commerces à côté de chez vous. Vous allez vraiment vous replier sur vous-même. Ce repli sur soi, cette diminution de vos activités de la vie quotidienne, au niveau physique, qu'est-ce qu'elles vont entraîner? Tout simplement une perte de masse musculaire. On revient sur l'exemple du sportif de haut niveau. Si vous ne sortez plus tous les jours, si vous ne marchez plus tous les jours, si vous n'allez plus faire vos courses tous les jours, automatiquement, votre corps va puiser dans les réserves qui se trouvent au niveau de vos muscles parce qu'il va enregistrer le fait que vous n'en avez plus besoin. Cette perte de masse musculaire, elle va engendrer ce qu'on appelle un déconditionnement physique. Ce déconditionnement physique, on l'a vu tout à l'heure, vos muscles, ils sont responsables de votre posture et de maintien de votre équilibre postural. À partir du moment où vous avez une perte de masse musculaire, vous avez une perte de force, automatiquement, vous avez une réduction de votre stabilité. Et on arrive à boucler la boucle. Qui dit perte de stabilité dit risque de chute augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on arrive dans le domaine de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce risque de chute? Je vous refais participer. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que tout le monde s'est endormi. Non, ça met un petit peu de temps, à ce que tu puisses voir ce qu'on écrit, mais je suis sûre que tout le monde est derrière son ordinateur. Voilà, ça arrive, super. Magnifique, superbe. On a tous la même idée, en fait, hein. C'est ça. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Faire de l'exercice, faire du sport, marcher, s'activer, je suis entièrement d'accord. Je rajouterais peut-être une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que 72% des chutes avaient lieu à votre domicile. Alors je ne sais pas si, Gwendoline, tu me dis si je me trompe, mais est-ce que vous avez eu une visio, avec nos amis d'Adaptia, pour le maintien de l'autonomie à domicile? Ouais, bien sûr. Oui, sur Ah, super, tu l'adaptation, il y a plein de réponses qui arrivent, hein. tout à fait, super. Donc je vais faire des redites, mais 72% des chutes au domicile, 12% des chutes la nuit. Il faut que vous fassiez absolument attention à la manière dont vous organisez votre domicile. Posez-vous les bonnes questions en fait. Est-ce que les déplacements sont faciles? Est-ce que j'ai pas trop de meubles? Est-ce que les sols sont adaptés au déplacement d'une personne d'un certain âge? Est-ce que vous avez trop de tapis? Est-ce que vous avez des marches qui sont mal éclairées, qui sont un petit peu dans des zones d'ombre? Est-ce que vous n'avez pas trop de fils? Je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas trop de fils qui traînent par terre chez vous? Et je pense qu'il y a notamment une pièce à laquelle il faut vraiment faire attention et dans laquelle il faut vraiment se pencher sur ce problème d'aménagement, c'est la salle de bain. Parce que là, on a quand même un combo gagnant, hein, des sols qui sont humides, des sols qui sont souvent en carrelage, donc glissants. Vous êtes pieds nus, bon, voilà. Donc ça, si ce n'est qu'une redite, mais faites attention à l'aménagement de votre domicile. Je vais Et mettre donc, le replay, le lien vers le replay ouais, justement vers la conférence qui avait été faite à ce sujet, donc pour ceux qui veulent travailler après, ils pourront. parfait, parfait, parfait.
Donc, si on parle de ma chapelle, ma partie, la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement, le soin par le mouvement. Donc là, on est pile dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le risque de chute? Il faut bouger. Il faut bouger. Après tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben, vous avez vite compris que, en gros, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut faire. Il y a 2 ou 3 axes de prévention qui sont intéressants. C'est d'une part le renforcement musculaire, notamment au niveau des membres inférieurs, parce que tous les muscles qui vont croiser vos genoux et qui vont croiser vos hanches, ils vont être extrêmement importants pour le maintien de votre équilibre. Il y a aussi tous les muscles qui sont au niveau de votre tronc et au niveau des bras, parce que c'est des muscles qui participent au maintien de l'équilibre postural. Donc renforcement musculaire, musculation comme vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, stimulation de tous vos organes sensoriels. Je vous invite plus à faire des exercices pieds nus ou éventuellement en chaussettes si vous avez froid aux pieds, mais stimuler le plus possible vos récepteurs qui se trouvent au niveau de la plante des pieds. Essayez, vous allez voir, tiens, juste après la visio, vous vous installez dans votre fauteuil, dans votre chaise, vous prenez un pied, vous enlevez la chaussette et vous allez vous masser la plante du pied pendant 2-3 minutes en vous concentrant, en essayant de sentir ce que vous êtes en train de faire. Juste après, vous enlevez la chaussure de l'autre côté, vous enlevez la chaussette donc du côté gauche ou du côté droit, j'en sais rien, et vous allez vous mettre debout et vous allez vous rendre compte que automatiquement, les sensations que vous allez ressentir, les informations que vous allez ressentir qui vont revenir au niveau du pied, elles sont complètement différentes et vous avez beaucoup plus d'informations qui remontent de votre pied du côté où vous avez massé votre pied. Vous ferez le test juste après et vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. On peut essayer, je vais vous montrer et si je vais, il y a une chose, mais on a encore un petit peu de temps, je vous montre quelques petits exercices très faciles. Gwendoline mettra à votre disposition après Alors, petit ce que je livret. vais faire, c'est que je vais Est-ce que tu peux nous essayer. mettre en Oui, plein oui, écran? oui, oui. Je vais te mettre en plein écran. Alors, hop, j'essaye de faire ça, si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Bon, on te voit quand même. On ne te voit pas en Alors très attends, grand, regarde, mais je vais changer. Est-ce ah, que ouais, très bien. Par contre, il faut peut-être que tu retires l'option floutage de l'arrière-plan, parce que sinon, ça te ouais, floute. Tu es considéré je sais comme pas comment en je vais faire. arrière-plan. Écoute, je vais rester comme Euh, ça. voilà. Je vais rester comme ça, hein, c'est très bien. Un exercice que vous pouvez faire qui est très simple, que vous pouvez faire tous les jours, c'est vous relever d'une chaise. Ça va travailler énormément vos muscles de vos cuisses, vos muscles des hanches et vos muscles des genoux. Vous vous mettez assis au bord d'une chaise, attention à être bien stable, les pieds écartés d'une largeur d'épaule, les pieds reculés par rapport à vos genoux, vous croisez ou non les bras sur le torse, et là, vous levez uniquement comme ça, 20 fois. Vous n'avez pas besoin d'en faire pendant un quart d'heure. Il vaut mieux faire des petites périodes de renforcement musculaire assez intenses, donc avec des répétitions qui vont être rapides. Le rendement est meilleur, vous allez avoir un renforcement musculaire qui va être beaucoup plus intéressant. Autre exercice très simple à faire, derrière une chaise, les pieds écartés d'une largeur d'épaule, on descend, c'est ce qu'on appelle le squat, hein, tout bêtement, on tient un petit peu la position, on remonte, comme ceci. Même chose, plus vous allez faire beaucoup de répétitions en peu de temps, plus le rendement va être intéressant. Si vous voulez augmenter la difficulté, on a vu tout à l'heure, on a parlé du polygone de sustentation. Si on veut travailler renforcement musculaire plus travail de l'équilibre, on va serrer les pieds. On diminue son polygone de sustentation, on va plus faire travailler ces muscles qui sont responsables du maintien de la posture.
Si maintenant on veut travailler l'équilibre purement, sans faire de renforcement musculaire, on a vu que le maintien de cette position-là était assuré par des muscles qui sont des muscles posturaux. Ça, c'est des muscles qu'on ne peut pas renforcer directement. C'est des muscles assez fins qui ont une composition au niveau de leurs fibres et de leurs cellules qui fait qu'on ne peut pas faire de renforcement sur ces muscles-là. Par contre, travailler l'équilibre et travailler le maintien de la posture, ça permet de stimuler tous les récepteurs dont on a parlé tout à l'heure, le système labyrinthique au niveau de l'oreille, la vue, les récepteurs au niveau des articulations et des muscles. Si vous voulez travailler votre équilibre, pareil, même chose que tout à l'heure, vous voulez augmenter la difficulté, vous diminuez votre zone, votre polygone de sustentation en serrant les pieds, en vous mettant sur un pied, en vous mettant sur un pied, en mettant un déséquilibre, en éloignant l'autre jambe ou l'autre bras, même chose, puisque là, vous allez modifier la position de votre centre de gravité, vous allez emmener votre centre de gravité au bord, voire même à l'extérieur de votre polygone de sustentation, vous vous mettez en déséquilibre, forcément, vous allez stimuler le système qui va être responsable du rattrapage de cet équilibre. Si on veut encore augmenter la difficulté, il suffit d'éliminer des informations d'un groupe de récepteurs. Par exemple, vous voulez travailler votre équilibre, les pieds écartés d'une largeur d'épaule, debout derrière la chaise, vous allez fermer les yeux. On l'a vu tout à l'heure, vous allez sentir que vous avez des petits mouvements qui se font au niveau de votre corps qui sont l'accommodation pour rattraper votre équilibre. Si vous fermez les yeux, vous diminuez le nombre d'informations qui sont données à vos récepteurs, vous augmentez la demande d'informations au niveau de vos autres groupes sensitifs, l'oreille, les récepteurs sensitifs au niveau des muscles et des articulations. Ça va travailler tout ça. Et tout ça, ce sera rappelé dans le petit livret que vous allez avoir à votre disposition. Oui, je l'ai rajouté, vous le recevrez tous, vers 16h30. J'envoie toujours un message une demi-heure après la visioconférence, donc vous le recevrez tous et effectivement merci beaucoup, Frédéric, de l'avoir envoyé. Je vous en prie. Et je finirai juste par une chose, parce que je crois qu'il ne nous reste plus très longtemps. Je remets la présentation si tu veux. Alors je ne sais pas où est-ce que tu en étais? J'en étais à l'avant-dernière diapo, je crois. Ouais, alors attends, je la remets. Tac, on était sur la Voilà, prévention, c'est ça, c'était hein? sur la Ouais, prévention, ouais. ouais, tout à fait. Et donc, une dernière chose auquel je voulais vous sensibiliser et qui me semble, enfin qui est pour moi quelque chose de très important, enfin pour nous d'ailleurs, hein, c'est pas que nous qui agissons en prévention du risque de chute. Je vous ai dit dès le départ dans mon introduction que malheureusement on n'avait pas de solution pour supprimer toutes les chutes et les éviter. Par contre, une chose qui est très importante, c'est de dédramatiser cette chute. Oui, vous allez chuter. Maintenant, il faut que vous ayez le bagage, il faut que vous ayez en votre possession tous les moyens pour que vous puissiez passer le moins de temps possible au sol une fois que vous avez chuté. À la fin de votre du livret, à la fin du livret, vous avez des exercices qui sont à faire au sol. Faites-le. Faites-le. Plus vous allez passer au sol, faites-le à la maison, mettez-vous par terre, allongez-vous par terre, essayez de vous relever, faites-le toutes les semaines, faites-le tous les 2 jours, faites-le autant que vous voulez, mais le principe, c'est pas très compliqué en fait, hein. Pour se relever, vous allez reprendre exactement ce qu'on appelle les différents niveaux d'évolution motrice que vous avez traversés pour passer, quand vous étiez un bébé, de la position allongée sur le dos
à la position debout. Pour vous relever, quand vous êtes au sol, c'est exactement la même chose. Si vous avez du mal à vous relever, aidez-vous d'une chaise, aidez-vous d'un poids fixe. Ça vous permet, d'une part, d'avoir un appui solide, deuxièmement, d'augmenter votre polygone de sustentation, donc d'avoir un meilleur équilibre. Et puis surtout, le fait de vous forcer à simuler des chutes finalement de manière régulière, le jour où ça vous arrivera par accident, vous aurez déjà pratiqué, vous saurez, vous pourrez vous dire, vous allez dédramatiser la chute, vous allez être beaucoup plus en confiance pour vous permettre de vous relever tranquillement. Et comme ça, vous diminuerez le risque de rechute puisque c'est ce que finalement on ne peut faire. On essaye de faire avec vous et avec nos patients et avec nos participants aux ateliers de prévention des chutes, c'est ça, hein, c'est diminuer le risque de rechute et ses conséquences. Et en conclusion, je terminerai par une phrase que j'ai trouvée très jolie, que m'a dit un de mes participants une fois, c'est que chuter n'est pas une fatalité, mais le plus important, c'est quand même de se relever. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup Frédéric et j'ai beaucoup aimé, cette partie, que tu expliques sur le fait de finalement «s'habituer» entre guillemets à chuter. Moi, j'ai fait du judo dans ma jeunesse et Ouais, on tout à passait fait. notre Ouais, temps à faire que ça, bien sûr. Bien sûr, au judo, on apprend à chuter. c'est ça. Bien On va sûr. peut-être pas conseiller à tout le monde de se mettre au Non. judo, mais l'idée, elle est là. C'est vrai qu'une fois qu'on a plus peur, on sait se relever, c'est ouais, c'est une super idée. J'aurais pas pensé à ça, effectivement. C'est une manière de se refaire confiance. Mmh. Tout à fait. Oui, c'est ça, parce que souvent il y a cette peur et qui devient tellement intense qu'elle peut même presque entraîner le fait de chuter, tellement on a peur de chuter. Donc Ah c'est ben oui, oui, compliqué. c'est ce que je disais dans mon cercle vicieux de la rechute, hein, Ouais. Mmh la mh. peur de tomber, c'est décrit dans tous les Ouais, articles, sur les médicaux sur la chute de la personne âgée. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-chute et la peur de chuter, elle est extrêmement importante et elle peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. ouais, tout à fait. Ouais, 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 c'est et puis de s'empêcher de faire beaucoup de choses et C'est ça, ça, c'est vraiment ce que tu expliquais et c'est ouais, non, non, c'est super. Bah, merci infiniment, je vous en c'était prie, vraiment très c'est un clair. plaisir. On se retrouvera, donc le 10 mars, tu as une autre Ouais, visioconférence pour les aidants, mais pour tous finalement, hein, pour se préserver son dos, hein, faire oui attention et à même son si dos. ouais, ouais, pas que le dos, hein, mais oui, Ouais, oui, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va appeler, en langage, médico-médical, prévention des troubles musculo-squelettiques. Voilà, très bien, OK, super. Bon, bah, c'est parfait, puis c'est vrai que tu nous as donné des exercices. Je rappelle qu'un livret a été télécharger le livret. envoyé, voilà, dans la conversation et vous pourrez le télécharger aussi par le mail que je vais vous envoyer et il y a plein de super conseils dedans, donc n'hésitez pas. Là, c'est vraiment une grande chance qu'on a d'avoir Frédéric qui a l'habitude d'animer ce type de conférence, donc faut en profiter. Donc merci beaucoup. Comme toujours, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Notamment si vous avez des idées de thématiques pour Frédéric, n'hésitez pas parce que nous, on est toujours à la recherche de nouvelles idées, de visioconférence. Donc je vous mets, vous pouvez appuyer sur cliquer ici sur, la diapositive et dans le chat, vous pouvez aussi, découvrir nos autres projets parce qu'on fait plein de choses sur la prévention. Donc la chaîne YouTube, pour ceux qui le souhaitent, vous aurez le lien, hein, mais vous l'avez ici aussi. Il suffit sur YouTube de marquer Gwendoline Cotrez et vous allez pouvoir, trouver toutes nos vidéos. Il y a plus de 80 vidéos de replay, de nos visioconférences. Pour s'inscrire aux visioconférences gratuitement, toujours le lien movadom.eventbrite.com.
Notre livre audio sur le déménagement senior, pour, ceux qui se posent des questions sur leur logement, mais également ceux qui sont aidants, hein, donc sur notre site movadom.com et on a notre podcast, ça c'est la petite nouveauté, c'est des interviews. Alors je mets régulièrement des nouvelles interviews de seniors qui ont fait le choix, de changer de domicile. Donc là, on a André et Monique qui sont allés en résidence autonomie. Donc je vous le conseille, c'est un très beau moment. Vous pouvez vous inscrire aussi pour notre visioconférence de demain, la dernière de la semaine, à 10h30 avec Valérie, notre superbe conférencière, qui nous fait voyager et donc elle va nous parler de la randonnée. Elle est spécialisée et passionnée de randonnée, donc n'hésitez pas. Toujours movadam.eventbrite.com et si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'infos, vous m'envoyez un petit message à contact@movadam.com. On remercie bien sûr nos financeurs, la conférence des financeurs de la prévention de la perte de l'autonomie de l'Orne, la CNSA et bien sûr notre kiné Frédéric. Merci à Merci beaucoup. tous.